23 heures à Abidjan, c'est l'heure du dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, ce vendredi 4 mai, l'arrivée du nouveau président sierra-léonais, Julius Maada Bio, est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il a eu, dès son arrivée, un entretien avec le président Alassane Ouattara. Premier secours lors des accidents de divers ordres. Les sapeurs-pompiers n'hésitent pas à donner leur vie pour sauver celle de citoyens en danger. À la faveur de la journée internationale qui leur est dédiée ce 4 mai, nos équipes de reportage conduites par Leslie Ouedraogo ont passé 24 heures à leur côté. Et puis, affaire Bolloré, le président guinéen Alpha Condé a fait part ce jeudi de son intention de porter plainte en France pour dénonciation calomnieuse. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, ce vendredi 4 mai a été marqué en Côte d'Ivoire par l'arrivée du nouveau président sierra-léonais. Julius Maada Bio est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il a eu dès son arrivée un entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Notez qu'au cœur de cet entretien, c'était la coopération entre les deux pays. Le nouveau président sierra-léonais, Julius Maada Bio, au palais présidentiel ce vendredi 4 mai, premier jour de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire pour un entretien avec le président Alassane Ouattara. Un entretien pour faire le point sur les relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone qui date de 1961 et surtout trouver les voies et moyens pour accroître les échanges commerciaux dont le volume global s'élevait à 16 milliards 918 millions de francs CFA en 2017 contre 5 milliards 973 millions en 2016. Occasion aussi pour le président Julius Maada Bio d'exprimer sa gratitude au chef de l'État pour son soutien, notamment dans le cadre de l'éradication de l'épidémie à fièvre Ebola dans son pays. And when we had the mudslide also, you never stopped as a brother and as a La Côte d'Ivoire a été à notre côté lorsqu'il y a eu des éboulements, des glissements de terrain. La Côte d'Ivoire également est venue en appui à notre pays. Par ailleurs, à la faveur des élections qui se sont bien déroulées dans mon pays, j'aimerais venir également pour exprimer ma gratitude profonde au chef de l'État de Côte d'Ivoire pour son appui qui nous a été apporté et également venir apprendre auprès de vous en raison des grands progrès que vous avez réalisés sur le plan économique. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un PIB de l'ordre de 8%. C'est pour cela que nous voulons venir à votre école pour apprendre auprès de vous, renforcer nos relations, les approfondir et nous permettre de briser toutes les barrières qui sont contre les francophones et les anglophones et nous permettre également de développer notre pays. Nous voulons vous remercier pour votre chaleureuse bienvenue et accueil en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc féliciter M. le Président pour son élection. C'était une élection démocratique, transparente et la paix règne en Sierra Leone. Et surtout, nous nous réjouissons que les résultats des élections aient été reconnus et que les voies légales aient été acceptées. Et c'est une alternance, ce qui augure bien l'approfondissement de la démocratie. Donc je voudrais féliciter M. le Président pour son élection et lui dire que nous nous tenons beaucoup aux relations fraternelles et d'amitié avec le peuple de Sierra Leone. Le gouvernement et le peuple ivoirien sont très attachés au peuple de Sierra Leone et nous souhaitons nos meilleurs vœux de succès pour le Président. Avec la charge qui lui incombe, la Sierra Leone a connu des difficultés ces dernières années, mais je sais qu'avec son expérience et sa détermination, il pourra continuer de consolider la situation économique. Et donc, Monsieur le Président, soyez le bienvenu en Côte d'Ivoire, vous-même et votre délégation. Nous considérons qu'ici, vous êtes chez vous. Élu le 31 mars 2018 au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,82% des voix, le président sierra-léonais, qui a prêté serment le 4 avril, sera investi le 12 mai.
Rappelons par ailleurs qu'un accord portant création de la Grande Commission mixte ivoiro-sierra-léonaise a été signé le 27 février 2013 à Yamoussoukro. Voilà, le renforcement donc de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone était au cœur des échanges entre les deux présidents. Le reportage était signé Awa Touré. Le président sierra-léonais est à l'école de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu dans ce reportage en matière donc d'économie. Julius Maada Bio veut faire du privé le moteur du développement économique de son pays. Il a donc consacré plus d'une heure à écouter et échanger avec les acteurs du secteur privé en Côte d'Ivoire, histoire de s'imprégner de leurs expériences. C'est ce que nous dit Noël Nagno. Le président de la Sierra Leone à la Maison des entreprises d'Abidjan Plateau. Une visite grosse de sens. La Sierra Leone veut booster son développement socio-économique et cela doit être l'affaire des privés. Le président sierra-léonais et sa délégation sont donc venus à l'école de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, pour s'informer, écouter et échanger avec les privés ivoiriens. Première information, à l'attention de la délégation sierra-léonaise, les privés ivoiriens ont acquis une expertise multidimensionnelle prête à être partagée avec un pays frère. Notre pays possède des ressources humaines de qualité et un vivier d'hommes d'affaires expérimentés qui peuvent contribuer à la concrétisation et au renforcement des relations économiques entre nos deux pays dans une parfaite complémentarité. Le directeur exécutif, lui, a souligné les offres de services des privés ivoiriens. Au niveau du développement des affaires, nous sommes très actifs dans les programmes de développement nationaux et régionaux. Nous sommes aussi très actifs dans la mise en place de mécanismes d'appui au développement du secteur privé, au développement des entreprises, pour les facilitations d'accès au commerce, pour les facilitations d'accès au marché, pour ouvrir des guichets, pour accompagner les entreprises par rapport aux thématiques comme les accords de partenariat économique, pour faire bénéficier nos membres à des programmes comme le MCC, comme l'AGOA, à travers les commissions et à travers les différentes cellules, organes de la CGCI. Le ministre de l'Industrie par intérim a rappelé les différentes étapes de la complicité des pouvoirs publics avec les privés et a mis un accent sur les acquis de cette franche collaboration. Pour atteindre les objectifs d'industrialisation, outre les mesures d'ordre transversal, le gouvernement développe et met en œuvre des mesures spécifiques en ce qui concerne certains secteurs et filières. La Côte d'Ivoire est redevenue l'une des économies les plus dynamiques et attractives du continent africain grâce aux importantes réformes engagées dans le cadre de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et un rôle de plus en plus important joué par le secteur privé. Nous sommes venus apprendre auprès de vous, à souligner d'entrée de propos le président sierra-léonais avant d'indiquer ses priorités. We want to look specifically at agro-industry. Nos priorités portent sur l'agro-industrie, la pêche, l'élevage. Nous cherchons à développer notre pays et à établir des contacts dans l'immédiat. À ces priorités, il attend associer le défi de la langue. En plus de l'anglais, la langue officielle, le français sera enseigné depuis le préscolaire afin que la langue cesse d'être un obstacle au commerce de toute nature entre les peuples de Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. Voilà, Julius Maada Bio, donc en Côte d'Ivoire depuis seulement quelques heures. Il a été accueilli à son arrivée par le président Alassane Ouattara. Il a reçu les honneurs militaires. La communauté sierra-léonaise vivant en Côte d'Ivoire est très heureuse de recevoir ici son président qui donc a choisi la Côte d'Ivoire pour sa première sortie officielle après donc son élection. C'était le 31 mars dernier à Boussanogo. Le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, en visite d'amitié et de travail à Abidjan. Arrivé à 11h15, il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, Alassane Ouattara. Puis les deux chefs d'État sont allés s'incliner devant le drapeau pour l'exécution des hymnes nationaux, pour recevoir ensuite les honneurs militaires dus à leur rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine.
le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de la garde républicaine aux ordres du chef de bataillon Gourou Libi Francis. Échange de poignées avec le grand commandement, puis bain de foule des 2 chefs d'État. Le nouveau président sierra-léonais effectue sa première sortie officielle à Abidjan après son élection en mars dernier. Le président Alassane Ouattara a procédé à une nouvelle nomination ce vendredi. L'ex-secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, a été nommé ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, que je vous propose d'écouter. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 4 mai 2018 à la signature d'un décret portant nomination d'un ministre à la présidence de la République. Ainsi, M. Amadou Soumaoro est nommé ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, fait à Abidjan le 4 mai 2018. 2168 militaires quittent volontairement l'armée de Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de mettre fin à leur carrière pour donner la chance aux plus jeunes d'intégrer les rangs. La cérémonie de revoir à cette première vague de départ volontaires dans l'armée au titre de l'année 2018 a eu lieu en présence donc du ministre Ahmed Bakayoko, et cette cérémonie s'est déroulée au nouveau camp militaire d'Akwedo. C'est ce que nous rapporte Abou Sanogo. 2168 militaires encore en activité partent définitivement de l'armée. Ils quittent le service actif pour embrasser d'autres expériences en vie civile. Cette mesure d'incitation au départ volontaire des militaires en activité s'inscrit dans un projet plus global de modernisation de l'outil de défense. Après 16 ans de service, je vois que vraiment les choses ne vont pas encore très bien pour moi. Et j'ai fait mes prières, j'ai demandé pardon à Dieu de m'accorder une chance dans la vie civile. Voilà pourquoi je me suis engagé dans le départ volontaire. Pour l'amour de la patrie, nous avons décidé de partir pour que l'État puisse rajeunir cette armée. S'inscrivant dans le cadre de la loi de programmation militaire, cette mesure vise la réduction des effectifs. Il s'agit d'harmoniser la pyramide catégorielle en vue d'améliorer le taux d'encadrement de nos hommes. La configuration actuelle de notre armée n'étant pas la norme des armées modernes, qui est de 5% d'officiers, 25% de sous-officiers et 70% de militaires du rang. Cette opération initiée par M. le ministre d'État, ministre de la Défense, sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République, chef suprême des alliés, est à saluer. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le départ volontaire a été intégré dans la loi de programmation militaire en vue de faire partie au moins 4000 hommes et avoir une armée moderne. À chaque militaire, l'État doit respect et considération, et particulièrement à celui qui décide librement d'aller faire autre chose. Nous sommes reconnaissants. Il faut faire conseiller par le bureau de reconversion. Il faut vous faire conseiller par des aînés, des amis qui ont réussi. Dépensez prudemment cet argent. Ce que vous avez appris dans l'armée, la rigueur, la discipline, l'endurance, l'engagement, sont des atouts que vous avez pour aller être les meilleurs dans la vie civile. Le départ volontaire s'adresse à ceux des militaires qui sont à plus de 5 ans de la limite d'âge de leur grade. Il s'accompagne d'un pécule unique de 15 millions de francs CFA. Outre la première vague des départs volontaires des militaires à la retraite, au titre de l'année 2018, le premier bataillon blindé a accueilli la célébration de la Sainte-Georges, patron des cavaliers du monde. Les sapeurs-pompiers militaires à l'honneur ce 4 mai, journée internationale des pompiers. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par des activités récréatives et sportives, occasion toute trouvée, en tout cas pour nos reporters, pour s'imprégner du quotidien des soldats du feu. Herman Guivé. Lorsque tout le monde panique et court dans tous les sens,
Eux, ils avancent. Véritables combattants du feu, le monde entier les célèbre. Tous les 4 mai, eux, ce sont les sapeurs-pompiers militaires. En Côte d'Ivoire, pour marquer cette journée internationale, les sapeurs-pompiers militaires de la compagnie de commandement de l'état-major ont marqué une halte afin de mesurer leurs acquis pour mieux envisager et faire face à leur mission future. Il nous appartient, en prenant en compte notre devise « Sauver ou périr », d'une part, de développer en permanence nos compétences et d'autre part, d'acquérir les moyens matériels performants, en un mot, d'accroître notre professionnalisme. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le commandement, ne ménage aucun effort pour permettre au groupement de renforcer sa capacité opérationnelle. En ce jour mémorable, je profite de cette occasion pour réitérer mes félicitations et tous mes encouragements à l'endroit de tout le personnel. Je vous invite à persévérer dans l'effort qui ne peut être couronné que de succès. Dépôt d'une gerbe de fleurs à la mémoire des soldats du feu tombés au champ d'honneur. Place ensuite aux activités sportives, volleyball, sport annexe et maracana. Comme quoi, on ne sait pas seulement pourchasser le feu chez les sapeurs-pompiers militaires. Premier secours lors d'accidents de divers ordres, les sapeurs-pompiers n'hésitent pas à donner leur vie pour sauver celle de citoyens en danger. À la faveur de la journée internationale qui leur est dédiée ce 4 mai, nos équipes de reportage, conduites cette fois par Alexis Ouedraogo, ont passé 24 heures à leur côté. Ils bravent le feu, soulagent et soignent les blessés. Ils sont le premier recours lors d'accidents et de drames. Les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire sauvent des vies au péril de la leur. Pendant 24 heures, nous avons promené nos caméras dans leurs pas. Chaque matin, le commandant Marc Essia effectue la même halte au CCTO. C'est le centre de coordination des appels du GSPM. Derrière le 180 que vous composez, ce sont ces visages au bout du fil. C'est ici qu'arrivent tous les appels sur le 180 et les lignes cellulaires mises à la disposition des populations. Depuis le début de l'année, le groupement des sapeurs-pompiers militaires enregistre un peu plus de 5580 interventions, dont 80% d'actions de secours à victimes d'accidents de circulation. Autre constat, depuis 2009, le nombre d'interventions a pratiquement doublé. Au fur et à mesure que la ville se développe, la ville s'étend, effectivement, il y a beaucoup plus de risques. Donc nous avons aussi acquis de nouveaux matériels, principalement des engins sanitaires. Donc nous pouvons répondre à beaucoup plus de demandes de la part de la population. Autre chiffre qui retient l'attention, celui des appels malveillants. Pour le seul mois d'avril, plus de 7700 appels malveillants sont notés. 9 heures, cap sur la première compagnie d'incendie et de secours. L'unité fait surtout de la désincarcération lorsque les victimes sont coincées après un choc. À l'occasion des chocs, il arrive que la victime là ne puisse pas s'extraire ou on n'arrive pas à extraire facilement, de manière aisée la victime. Donc il faut qu'on utilise ce matériel-là pour pouvoir extraire plus aisément la victime. Pour apporter sa pierre à la sécurité des populations, les sapeurs-pompiers font aussi de la sensibilisation sur les bons gestes en cas d'incident ménager. Il arrive souvent qu'il y ait des feux au niveau de, surtout concernant la friture. Donc on va vous présenter comment on éteint. On prend juste une serviette mouillée, on les sort, on essaie de couvrir au mieux. Hein? Voilà, justement on s'approche et on couvre rapidement. Des mesures pour éviter le pire. Lorsque retentit la sonnerie dans la caserne, plus le temps de traîner les pas. Il faut précisément 3 minutes à chaque pompier pour rallier son véhicule et sonner le départ. Alors que l'équipe court vers l'accident signalé, le staff sur place nous expose à un exercice d'extinction d'incendie en étage. Ce type de feu particulièrement dangereux nécessite une intervention rapide. Le temps de ce tournage, nous avons revêtu l'harnais de sécurité des sapeurs-pompiers pour nous livrer à un exercice périlleux. Descendre du 7e étage d'un immeuble,
L'exercice, ils le font très souvent dans le cadre d'évacuation sanitaire. Est-ce qu'il y a des moments où la victime s'agite parce qu'à un certain niveau, c'est compliqué? Effectivement, elle peut s'agiter, mais toutes les mesures de sécurité sont prises de manière à ce que la victime puisse descendre dans des conditions optimales de sécurité. Au GSPM, il y a aussi une piscine, indispensable à la mise en forme des pompiers, mais aussi ouverte au public. Elle est ouverte au grand public. D'abord, c'est pour apprendre à nager et c'est sauver des vies. Il est le patron des lieux, le colonel Sako. Pour lui, les sapeurs-pompiers militaires ont fait un beau chemin. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à même de répondre à un maximum de sollicitations. Il faut que les populations comprennent que tout ce que nous faisons, vraiment tout ce que nous faisons, c'est à leur profit. Nous ne travaillons que dans l'intérêt des populations. 14 h, l'alarme retentit. Nous embarquons avec l'équipe. Cap sur la rivière à 3 carrefour Alpha Blondy. 2 véhicules, des particuliers sont entrés en collusion et ont fracassé la muraille d'une habitation. Très vite, il faut prendre en charge les victimes. On nous a appelé pour une demande de secours. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, qu'est-ce que nous avons constaté? 2 véhicules de particuliers qui rentrent en collision faisant 0,5 victimes. 2 cas graves et 3 cas légers. Nous allons les évacuer quand même dans le CHU le plus proche, à savoir le CHU de Cocody. Cap sur le CHU de Cocody. À l'arrivée, les pompiers rencontrent le médecin-chef. C'est lui qui décide de la prise en charge des victimes. Une fois que les victimes sont conditionnées sur les lieux de l'accident, nous les évacuons au niveau du CH des urgences des différents centres hospitaliers. Et une fois que nous arrivons aux urgences, il y a un relais et les victimes sont transmises au service des urgences pour la suite de la prise en charge. Notre boulot, il s'arrête ici. Lorsqu'il referme les portes de l'engin avec la satisfaction d'avoir porté secours, le sapeur-pompier respire un grand coup, prêt à retourner encore là où le besoin se fera sentir. On change complètement de sujet à présent. Processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a fait le point mercredi. C'était lors d'une rencontre avec les associations de victimes. On en parle avec Sidonie Davila. 3 heures pour lever tout équivoque. Des échanges sur tout le processus d'indemnisation de victimes et surtout sur ce qui pourrait être l'objet de confusion. Rencontre de vérité donc entre la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et les associations de victimes de la crise post-électorale. Maria Toukone a d'entrée de jeu apporter des précisions sur la liste des victimes identifiées. On n'a pas de liste en elle-même, mais on a des dossiers, donc on ne peut pas afficher des dossiers. Par contre, pour la phase pilote, nous avons établi une liste sur la base de ce que nous avons payé. Les cas de fraude et bien d'autres points ont également été évoqués par la ministre. Il y a la recherche de preuves qui est très importante. Et dans la base de données, les récits sont enregistrés. Donc tu ne peux pas dire, si tu as une douleur dans le cœur, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, que c'est mon frère qui est décédé. Et puis, des années après, venir dire non, ce n'était pas mon frère, mais c'est mon fils. Vous avez des associations de victimes qui ont sillonné la Côte d'Ivoire. Ils prennent les originaux des dossiers des victimes et puis leur délivrent un reçu. Et eux, avec les originaux, ils vont parfois se faire établir une fausse pièce d'identité et ils viennent encaisser l'argent en lieu et place de la vraie victime. Au nombre de 123, les différentes associations de victimes ont participé, selon la ministre, à l'élaboration de la base de données des victimes. Les organisations de victimes se disent satisfaites de la démarche de la ministre. Je crois qu'il y a eu assez d'interpellations. Nous, déjà à notre niveau, nous sommes rentrés en action avec la justice répressive et réparatrice pour, n'est-ce pas, éviter que les victimes des crises ivoiriennes ne soient traitées de la même manière que les victimes des déchets toxiques. Il fallait des échanges avec nous, avec les associations de victimes, pour qu'ensemble, nous allons trouver des solutions par rapport à la réparation. Donc on adhère à son appel. Le processus de réparation de préjudice de crise est entré depuis octobre 2017 dans sa grande phase pour l'indemnisation. Rappelons que le processus a connu une phase pilote qui a démarré en août 2015 pour s'achever en juillet 2017. L'ensemble des dépenses pour la phase pilote s'élève à 3 833 millions
11 803 francs CFA sur un fonds initial de 10 milliards de francs CFA alloués au processus. Et notez pour être complet sur le sujet que 874 056 dossiers reçus de la part de la CONARIV et de la CDVR. Sur ce chiffre, 316 956 ont été donc validés et 557 102 dossiers invalidés. Je reprends ces chiffres pour plus de précision. Notez que sur 874 056 dossiers reçus de la part de la CONARIV et de la CDVR, 316 956 ont été validés et 557 102 dossiers invalidés. Avoir accès aux marchés régionaux et internationaux, c'est une des ambitions des pêcheurs des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour atteindre cet objectif, il faut pouvoir répondre à des exigences sanitaires et phytosanitaires. Conscients de cela, eh bien, les experts des ministères des Ressources halieutiques de la sous-région ouest africaine participent à un projet de mise à niveau. C'est avec Serge Rolia qu'on en parle. Favoriser l'accès des pêcheurs artisans de l'Afrique de l'Ouest aux marchés régionaux et internationaux. Cela passe par le respect des normes sanitaires et phytosanitaires. C'est pourquoi la mise à niveau des acteurs de la chaîne de valeur constitue depuis quelques années une priorité pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Grâce au soutien de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le projet SPS a été initié. Pour cette dernière réunion sous-régionale, l'ONUDI a mobilisé ses chefs de projet venus de Vienne. Nous tenons à préciser qu'il s'agit surtout aussi de toucher une cible donc, féminine et également, bien entendu, d'accompagner et d'appuyer également toutes les institutions nationales de ces différents pays qui œuvrent donc également à l'encadrement et à l'accompagnement donc de ces acteurs donc, de ce secteur de la pêche artisanale. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, le projet SPS a contribué à renforcer les capacités des administrations publiques, des sociétés coopératives et des acteurs de la pêche. Il a également permis la fourniture d'équipements techniques à des directions régionales de son département, notamment à San Pedro. Il est question donc de mettre en place des normes sanitaires qui permettent donc aux consommateurs de disposer de produits sécurisés. L'objectif également d'un tel projet, c'est de permettre à nos exportateurs de pouvoir exporter leurs produits sur les marchés nationaux comme internationaux. Kobenon Kwasi Ayoumani a appelé les participants originaires de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire à s'approprier ce projet qui va aider au développement de la pêche et de l'aquaculture dans leurs pays respectifs. Et on ouvre la page politique de ce journal avec Adama Bektogo, le président du comité d'organisation du 4e congrès extraordinaire du RDR, qui poursuit la mobilisation quelques heures seulement avant l'événement. Adama Bektogo, qui était dans la commune de Yopougon, a appelé les militants à une participation massive. Herman Guivet. Yopougon, quartier Ouassakara, Adama Bektogo, président du comité d'organisation du 4e congrès du RDR, a rendez-vous avec les militants. Son mot d'ordre, sonner la mobilisation des militants en prélude au 4e congrès de ce parti qui se tiendra le samedi 5 mai 2018, mais également aborder avec eux la question de la mise sur pied du parti unifié. Je suis très satisfait aujourd'hui parce que vous qui me suivez, vous voyez que d'une commune à une autre, il y a un effet d'entraînement, il y a une adhésion forte, il y a une compréhension de la nécessité de tous les Ivoiriens de se mettre ensemble. Donc les gens comprennent l'intérêt du RHDP unifié qui va au-delà de ce que certains veulent en faire un instrument électoral. Non, le président Alassane Ouattara et le président Bédié ont compris que notre pays, après avoir traversé les différentes crises politiques, avait besoin de rassembler tous les Ivoiriens. Nous y sommes et nous, à la veille de notre 4e congrès extraordinaire, je voudrais féliciter Yopougon qui, d'habitude, a manifesté son engagement, sa détermination, mais surtout sa compréhension parfaite et l'intérêt du RHDP unifié pour l'ensemble de tous les Ivoiriens, parce que c'est le début
de la construction de la nation ivoirienne. Le président du comité d'organisation du 4e congrès du RDR, Adama Bictogo, a également échangé avec les militants de Treichville, toujours dans l'optique de les mobiliser pour la tenue de ce congrès. L'actualité internationale de ce vendredi nous amène avant tout à évoquer l'affaire Bolloré. Notez que Alpha Condé, le président guinéen, a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé ce jeudi qu'il allait déposer une plainte devant la justice française pour des allégations de corruption dans l'enquête sur les activités du groupe Bolloré en Afrique. Le Togo a annoncé pour sa part sa volonté de collaborer avec la justice française. L'homme d'affaires Vincent Bolloré est suspecté par la justice française de corruption pour l'obtention de concessions portuaires à Conakry et à Lomé. Le principal parti de l'opposition en Turquie, le CHP, a désigné son candidat à l'élection présidentielle anticipée du 24 juin prochain. C'est Muharrem İnce, député de la formation kémaliste, qui va affronter Recep Tayyip Erdogan aux urnes. Il a été officiellement désigné ce vendredi matin par les instances du parti. C'est la première fois depuis près de 70 ans que le prix Nobel de littérature ne sera pas attribué cette année. Cette décision intervient après des révélations d'accusations de viol et d'agression visant Jean-Claude Arnault, marié à l'académicienne suédoise Katarina Frostenson. L'institution est en crise depuis novembre 2017 et ce après la publication des témoignages de 18 femmes affirmant avoir subi des violences sexuelles du photographe Jean-Claude Arnault, un collaborateur de l'Académie Nobel. Voilà, un commentaire de Herman Guivet qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, même heure.